Réunion de concertation des acteurs des élections. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a convoqué aujourd'hui au Novotel une réunion de concertation des parties prenantes au processus électoral, dont le gouvernement, la Haute Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile. Les 4 présidents des églises du FFKM, les anciens présidents de la République, Marc Ravalmanen et Eri Rezonarmampian, ont participé à ce grand rendez-vous. Dans son discours d'ouverture, le président de la CENI, Dame Andenarcedo, a précisé les rôles et les objectifs de la CENI dans le contexte électoral. En voici un extrait. C'est-à-dire la CENI a en charge la promotion des conditions propices à des élections libres et équitables. En ce sens, elle a estimé primordial d'organiser un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes au processus électoral, afin de circonscrire ensemble des démarches appropriées qui garantissent un contexte pré- et post-électoral apaisé. Les sollicitations et appels lancés par les différentes entités confirment l'importance d'un dialogue politique avant la tenue des prochaines échéances électorales. Je cite entre autres ces entités. Il y a tout d'abord des acteurs nationaux œuvrant dans le domaine de l'élection lors de nos diverses rencontres au niveau provincial, régional et au niveau des districts. Il y a également la communauté internationale, notamment lors d'une réunion tripartite organisée au ministère des Affaires étrangères, en présence de M. le Premier ministre et du coordonnateur résident du système des Nations Unies, en date du 17 février 2023, et aussi, dernièrement, le message du président en exercice du FFKM. INTH et IECD. Concours du meilleur projet. Ces dernières années, de plus en plus de jeunes étudiants aspirent à être entrepreneurs dans le secteur du tourisme. Afin de soutenir leurs initiatives, l'INTH ou Institut national du tourisme et de l'hôtellerie, en collaboration avec l'Institut européen de coopération et de développement, IECD, organise un concours des meilleurs projets. 16 groupes d'étudiants de licence 3 de l'INTH étaient en lice. Les explications du chef de projet. L'objectif de ce concours, c'est de se mettre dans une dynamique de projet, de travailler en groupe, donc pour les étudiants. Et les étudiants qui sont concernés, ce sont les étudiants de licence 3 entrepreneuriat, qui est donc une licence importante pour l'INTH, puisqu'on retrouve en fait, c'est un véritable levier pour Madagascar, que le fait d'entreprendre. Et on s'aperçoit que de plus en plus d'étudiants veulent s'orienter vers cette voie-là de l'entrepreneuriat. Beaucoup de filles. On a plus de la moitié des étudiantes qui sont effectivement de sexe féminin. Donc on s'en réjouit beaucoup. 16 projets, œuvres des 16 groupes d'étudiants, sont en compétition et ce matin, chaque groupe a présenté son projet devant le jury, composé d'un enseignant de l'INTH et d'un représentant de Madagascar Entreprise Développement. Effectivement, une note et ils seront aussi primés. Donc il va y avoir un trophée pour le premier, le gagnant, le deuxième et le troisième. Comme pour les Jeux Olympiques, on a médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Et il y a aussi un prix spécial coup de cœur du public. Donc ce sont les autres étudiants qui notent les 8 meilleurs projets, donc qui seront retenus par les jurys en amont. Et donc ils vont être présentés en 3 minutes, 180 secondes. Donc là c'est encore plus court que la première présentation. Et à l'issue,
donc de cette présentation, tout le monde va voter sur son téléphone. On a prévu un numéro de téléphone, on vote et donc on aura le gagnant du coup de cœur des étudiants de l'INTH. L'IECD travaille avec l'INTH à moderniser ses offres de formation afin de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Les référentiels de formation sont en cours de rénovation et différents types de stages sont proposés, notamment un stage perlé pour les étudiants de L3 qui leur permet de travailler dans une entreprise 3 jours par semaine afin de mettre en pratique leurs acquis. Cette initiative permettra aux étudiants à la fois de financer leurs études et d'améliorer leur employabilité. Un peu plus d'1 million de manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon les syndicats. Une foule compacte à Paris, 800 000 participants selon les syndicats, 119 000 selon le ministère de l'Intérieur. Parmi eux, des militants de la première heure comme Magali Rivola, 37 ans. Jusqu'au retrait. On perd des sous tous les jours, mais c'est pas grave, on ne peut pas perdre 2 ans de notre vie comme ça. Une colère partagée par Lisette Quétier, 68 ans. Comme beaucoup de participants au cortège cet après-midi, cet ingénieur à la retraite vient manifester pour la première fois. C'est particulièrement aujourd'hui pour marquer le coup. Une ligne rouge a été franchie cette fois avec l'utilisation du 49.3. Première participation aussi pour la plupart de ces jeunes, venus très nombreux aujourd'hui. Comme Emrys Le Tadik, 17 ans, lui aussi déçu par le vote du Parlement. Avec le 49.3 et tout, je me suis dit que c'était quand même important de manifester parce que c'est aussi un peu nos retraites à nous qui sont touchées. Et puis quand je vois à quel point mes parents ils ont du mal avec leur salaire, etc., je pense que c'est important de manifester aujourd'hui. Il est venu avec sa mère, Alice Zélès, 52 ans, auxiliaire de puériculture. Pour elle, ce n'est pas la première journée de mobilisation, mais ça pourrait être la dernière. Si les manifestations continuent longtemps, sur les jours ouvrés, on va dire, ça va être compliqué. On ne va pas pouvoir prendre sur nos jours de salaire. Au bout d'un moment, ce ne sera pas possible, c'est clair. Très forte participation également dans d'autres villes, à Antibes, Reims, Mayotte ou Montpellier. Ici, 40 000 manifestants selon les syndicats, 18 000 selon la police. Beaucoup se disent déçus par la prise de parole hier d'Emmanuel Macron. J'ai trouvé que la réponse était arrogante et pas à l'écoute du tout du peuple, quoi. Il n'a pas parlé de nous en fait. Il ne parle pas du tout des manifestants. Cette 9e journée de mobilisation a montré que la colère ne faiblissait pas en France. Depuis ce matin, les policiers et les gendarmes sont particulièrement mis à contribution. Ils le sont parce que d'abord ils ont été la cible d'attaques inacceptables. Bien sûr les personnes, nous sommes actuellement à 149 blessés chez les policiers et chez les gendarmes, certains gravement. On jette de l'acide, on envoie des cocktails Molotov, on jette des pavés. Grâce à l'intervention des policiers et gendarmes, on a su interpeller les personnes qui pillaient. Ils sont aujourd'hui en garde à vue, mais ces dégradations sont très importantes, beaucoup plus importantes que les journées précédentes, et il faut les condamner avec la première force. Il y a d'ailleurs eu, au moment où je vous parle, ça vous montrera encore sans doute pendant la nuit, 172 interpellations de personnes, dont 77 à Paris. Un soulagement et une joie intense. Denis Zaporochenko n'avait pas vu son fils et ses 2 filles depuis 6 mois et demi. Grâce à l'association Save Ukraine, ce groupe de 17 enfants est revenu de déportation en Russie. Tous habitaient dans le sud occupé de l'Ukraine. Leurs parents pensaient les envoyer en camp de vacances pour 1 ou 2 semaines pour les protéger de la guerre. Ils ont donné l'impression que tout allait bien pour les enfants, qu'ils étaient heureux. Et puis mon fils m'appelle et me dit que le camp ferme, que tout le monde part. Il m'a dit que ce n'était pas seulement un camp, mais un camp de concentration avec des barbelés et tout le reste. Pour l'Ukraine, ces enfants, comme quelques 16 000 autres au moins, ont été enlevés par les Russes. De son côté, Moscou dément et se félicite de les avoir sauvés de la guerre.
L'Union européenne, en partenariat avec Moscou et Kiev, va organiser une conférence afin d'aider à localiser ces enfants. C'est un rappel horrible des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce qui se passe là-bas, cette déportation d'enfants. Il s'agit d'un crime de guerre. De son côté, la Cour pénale internationale a émis la semaine dernière un mandat d'arrêt historique contre Vladimir Poutine, estimant qu'il était présumé responsable de crimes de guerre, de déportation illégale de mineurs. Je n'ai vu aucune preuve d'accès à ces données. Ils ne nous l'ont jamais demandé, nous ne les avons jamais fournies. Pour rassurer tout le monde ici et tous nos utilisateurs, nous nous sommes engagés à transférer les données aux États-Unis pour qu'elles soient stockées sur le sol américain par une société américaine sous la supervision d'un personnel américain. Pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour parvenir à une solution.